bonsoir à tous. Bienvenue dans les dossiers de la mémoire. Je vous propose ce soir de revenir sur le parcours d'un homme, d'un médecin exceptionnel qui a marqué la région de Djelfa pendant des années. Et à travers son parcours, son histoire, nous allons également lever le voile sur certains aspects de la guerre de libération nationale, notamment dans cette région importante de l'Algérie. Pour revenir sur donc, le parcours du docteur Mustapha Khouja, j'ai eu le plaisir de recevoir le docteur Rachid Belhassan qui a consacré un livre justement au parcours de ce militant et médecin. J'ai nommé Mustapha Khouja. Monsieur Rachid Belhassan, bonsoir et bienvenue dans les dossiers de... Bonsoir Hassan Arab, merci beaucoup pour l'invitation. Donc je salue tous ceux qui nous regardent en Algérie et ailleurs et particulièrement les gens de Djelfa et de Cherchel. Alors, vous avez consacré un livre au parcours de docteur Khouja, Mustapha Khouja, oui, surnommé à Djelfa Tabib al-Arabi, donc l'Arabi. Tabib al-Arabi, voilà, donc je me suis retrouvé dans un cadre professionnel à travailler à Djelfa, donc en 2009. Et donc j'ai découvert là-bas le personnage du docteur Khouja, étant moi-même médecin. Donc c'est tout le monde qui parle du docteur Khouja, de ses prouesses, de tout ce qu'il a fait pendant des dizaines d'années à Djelfa. Et donc je décide de m'intéresser à ce personnage, d'essayer d'avoir d'abord des photos et par la suite d'essayer d'avoir des documents et d'interviewer des gens qui l'ont connu. Donc j'ai commencé ce travail en 2013 et donc qui a duré pratiquement 4 ans ou 5 ans. Et donc j'ai édité le livre avec le laboratoire d'études historiques et archéologiques du Tipaza, donc de l'université du Tipaza, en 2023. Et c'est devenu, donc le livre est avec tous les documents que j'ai pu ramasser, donc c'est devenu vraiment une responsabilité, j'allais dire historique, de mettre tout ça dans ce recueil pour essayer de véhiculer ce personnage, enfin pour faire connaître ce personnage pour les générations à venir. Alors, Mustapha Khouja, un enfant de Cherchel qui va donc devenir médecin, chose qui n'était pas facile à l'époque coloniale. Absolument. Absolument. Donc les études, d'après, bien toujours avec les témoignages que j'ai faits, les études médicales étaient très très difficiles, surtout par la période où Dr Khouja était à l'université d'Alger, où il y avait bien particulièrement le système d'examen qui ne respectait pas obligatoirement l'anonymat. Il n'y avait pas d'anonymat. Donc il y avait à un certain moment une certaine ségrégation, telle que m'a été apportée par le professeur Grongo, qui a été témoin de cette époque également. Donc ce qui rendait difficile d'accéder, d'avoir son diplôme ou d'accéder à c'est-à-dire d'avoir ses années facilement ou d'accéder à des paliers supérieurs. Donc Dr Khouja a pu, avec son travail, son sérieux, traverser tous ces obstacles et avoir son diplôme en 1952 à la fac d'Alger. Alors 1952, l'été 52, après donc, le diplôme, il sera donc affecté à Djelfa. Alors à l'époque, bon, c'était un peu le choix, c'est-à-dire on choisissait un peu un terrain, disons, où vous pouvez travailler, où il y avait des propositions déjà de travail. Mais Dr Khouja, il avait enfin, des contacts avec des gens qui étaient dans les mouvements nationalistes déjà à l'époque. Donc la ville de Djelfa est revenue, donc lui a été proposé. Donc c'est là où il a pris le départ et une des personnes qui a été un peu le contact du Dr Khouja, c'est le pharmacien Bouker Denna. Oui. Le pharmacien Bouker Denna qui était plus âgé que de lui de 7 ans, a rejoint déjà Djelfa quelques années, donc il a commencé à travailler, mais il trouvait des difficultés. Il trouvait des difficultés parce que tout simplement, il n'arrivait pas à travailler à l'aise, étant donné que les ordonnances principalement étaient orientées vers les pharmacies détenues par des Européens. Ouais. Donc il y avait une urgence déjà, sur le plan professionnel, de rééquilibrer, de recevoir un médecin, disons, algérien. Donc il y avait Dr Khouja, donc il y avait des contacts, il y a plusieurs noms qui sont cités, tels que Mohamed Ben Teftifa, tels que Bachir Bellahrache et d'autres aussi. Il y a aussi Mustapha Saadoun qui est cité.
Dr Khouja a intégré son poste. Donc, j'ai rencontré plein de témoins qui ont été pour l'accueillir. Donc, tous un peu issus de la mouvance nationaliste à l'époque. C'était principalement des ouvriers. Je cite quelques noms, tels que Si Abdallah, le wikil judiciaire. Il y avait plein, enfin, les noms sont cités dans le livre. Il a commencé à travailler. Alors, il s'installe à dans son cabinet, dans un cabinet déjà provisoire qui a été aménagé par les habitants de Djelfa. Donc, c'est-à-dire, il commence à travailler jusqu'au jour où il a pu acquérir un ancien cabinet après le départ d'un médecin européen qui s'appelait Dr Gillet. Donc, il a intégré son cabinet. Il a commencé à travailler, c'est-à-dire à instaurer une certaine organisation dans son cabinet. Et il a commencé à faire les premiers soins. Et il a commencé à opérer également au sein de son cabinet. Il faut savoir que le diplôme de chirurgien n'existait pas encore à cette époque-là. Donc on disait juste médecin, mais on ne parlait pas de généraliste aussi. Donc c'est un médecin qui a commencé, puisqu'il avait, durant tout son parcours, et c'est-à-dire j'ai trouvé les traces qu'il avait déjà opéré ici à Blida, au moment où il faisait son stage de fin d'année, il avait déjà opéré à l'hôpital de Blida. Donc il avait déjà acquis plusieurs connaissances, et essentiellement pour l'obstétrique, donc tout ce qui est la gynécologie obstétrique, il avait acquis énormément de savoir-faire. Donc il avait commencé initialement, mais bon, à opérer dans son cabinet, mais le cabinet ne permettait pas tout. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une convention avec l'hôpital de Djelfa. Donc l'hôpital était doté à l'époque d'un bloc opératoire. Donc il a pu commencer à opérer. Donc, et par chance, j'ai eu entre mes mains le registre de protocole opératoire du Dr Khouja. Donc à ce registre. Donc quand il arrive, les habitants de Djelfa, c'était pour eux donc une aubaine. Une aubaine, parce que voilà un Algérien qui est là pour soigner essentiellement des... Et c'est à cette période-là qu'il a eu l'appellation du Tabib al-Arbi. Oui. Donc c'était un peu en 50 ans. Vous avez avancé les chiffres. J'ai donné plein de chiffres par rapport à son activité. Oui. Et donc Tabib al-Arbi, à l'époque, on demandait aux gens de ne pas l'appeler Dr Mustafa Khouja, de l'appeler Tabib al-Arbi. Donc il y avait déjà une résistance qui commençait à 1 année et demie avant le début de la Révolution, qui ne disait pas son nom. Il y avait une revendication identitaire. Les gens étaient contents d'avoir un des leurs médecins dans la ville. Donc ils se faisaient soigner principalement. Les Européens, au premier temps, c'est-à-dire ne se faisaient pas soigner chez lui, mais on voit au fur et à mesure, principalement avec le registre opératoire, où il y avait, avec les années, où il y avait de plus en plus d'Européens qui se faisaient. Donc ils ont vu qu'il était doté de grandes capacités, qu'il avait un grand talent. Donc les gens partaient chez lui, même pour les Européens. Donc ils se faisaient soigner, ils se faisaient opérer chez lui, à l'hôpital. Alors, vous n'avez pas relevé un certain dépaysement. Donc voilà un nombre de Chechens, de la mer, etc., qui se retrouvent dans cette région. C'est une belle région. C'est une très très belle région. Qui est un carrefour entre absolument, le sud et le nord. Mais lui, je peux dire qu'il était dépaysé, c'est-à-dire, je dirais, la ville où il a été élevé. Oui. Ses études, Alger et tout. Donc, du jour au lendemain, il lâche tout pour partir à Djelfa. À l'époque, Djelfa comptait un nombre d'habitants vraiment réduit, il n'était pas très nombreux. Donc, il était vraiment dévoué. Il avait c'est-à-dire son travail. Il se réveillait le matin, il avait le cabinet. Par la suite, il partait à l'hôpital opérer. Il revenait pour faire la suite de sa consultation. Et par la suite, c'était la visite à domicile. C'était quelqu'un je dirais, de très réservé. Il n'y avait pas de grande fréquentation, mis à part dans un cadre vraiment très, très, très limité. Donc, vraiment, c'était le travail. Il était consacré à plein temps pour son travail et pour la chirurgie, qu'il maîtrisait à merveille. Puis, vers la fin de l'année 52, il aura la première sortie, c'est-à-dire véritablement, il va découvrir la sortie que j'ai pu documenter. J'ai pu documenter grâce au témoignage de M. Akhdari et d'autres, bien sûr.
Il a fait, donc il y avait une dame qui allait accoucher donc, dans la région de Znina, qui s'appelle maintenant l'Idrissia. Donc comme c'était une grossesse un peu désirée, après de longues années donc, de stérilité, la famille a décidé de mettre, bien sûr, d'appeler Dr Khouja pour que tout se passe bien. Donc, et le moment où il devait faire le déplacement, toutes les routes étaient coupées avec la neige. Donc il a eu recours à un bimoteur. Donc il fait le voyage à bord d'un bimoteur qui appartenait à une société algérienne, la société Boukamel, qui était une société de transport, dont le propriétaire avait un bimoteur qui était sur Djelfa. Donc il a fait le voyage et la dame elle a accouché. Le bébé a porté le nom du docteur Khouja, donc on l'a appelé Mustafa. Et puis docteur Khouja donc, a fait le retour pour Djelfa donc, à Dodan. Donc c'était 100 km à bord d'un bimoteur. Donc c'est une des premières sorties qui a aussi marqué les esprits à Djelfa et les gens en parlent jusqu'à présent. Jusqu'à présent, donc l'image de ce médecin, donc son histoire, elle est ancrée. À Djelfa. Je peux dire que dans la ville de Djelfa, même les jeunes qui ne l'ont pas connu parlent du Tabib al-Arbi, Dr Khouja. Et il n'y a pas une famille qui n'a pas bénéficié des soins du Dr Khouja, qui a pratiquement travaillé jusqu'à la fin des années 85, 86. Il était médecin, mais il s'est engagé dans l'humanitaire pendant le fameux accident là, donc que vous évoquez. Alors après cet accouchement. Oui. Il y avait, donc. Alors l'accident donc qui a eu lieu sur la route de l'Rouat, entre Djelfa et l'Rouat, dans une localité pas très loin de la commune de Ain el-Bel, qui s'appelait Temkhmir. Donc cet accident, c'était un grave accident. Et donc Dr Khouja a reçu à l'époque énormément de blessés. Donc il y avait des décès, il y avait des blessés. Pour ce qui concerne les blessés, les gens m'ont raconté la prouesse, et les gens l'ont vu à l'œuvre. C'était pratiquement les premiers mois de la convention à l'hôpital. Donc ils n'avaient pas l'habitude de voir quelqu'un qui était vraiment, disons, initié déjà à la chirurgie. Donc il a mené le sauvetage et il a géré les blessés vraiment comme, je dirais, quelqu'un qui aurait fait ça depuis toujours. Et ça a marqué les esprits au point où le gouverneur, à l'époque, lui a envoyé des félicitations. Félicitations donc, dont je mets la photo sur le livre. Et donc ça a marqué. Et les gens se sont souvenus, même que pendant la pause, tous les médecins sont partis pour manger. Il était le seul à être resté sur le chevet des malades, à essayer de leur procurer encore davantage de soins. Voilà. Donc on est là, quelques mois après, avant le déclenchement. Donc il va y avoir un autre esprit à partir de 1955, on va dire, donc, au lendemain du déclenchement de la guerre de libération nationale, dans la région de Djelfa. Et le docteur Mustafa Khouja va avancer démasqué, il ne va pas avancer, donc il va... Absolument. Je tiens à préciser que le cabinet du Dr Khouja se trouvait à pratiquement une centaine de mètres seulement de la plus grande caserne militaire à l'époque de Djelfa. Coloniale, oui. Donc, bien sûr, le début de la Révolution a marqué un autre engagement du Dr Khouja, qui était l'engagement pour la Révolution. Cela n'aurait pas pu être fait s'il n'y avait pas un terreau fertile avec l'ensemble des habitants de Djelfa. Il y avait un grand groupe qui était au sein de la ville, qui était déjà engagé chacun dans sa profession pour pouvoir assurer ce travail. Donc, Dr Khouja, j'ai eu plein de témoignages où il a reçu des blessés. Il a soigné des blessés au sein du cabinet. Il a également soigné des blessés à l'hôpital qui sont rentrés sous de fausses identités grâce à des papiers qui étaient falsifiés par un responsable administrateur algérien. Et donc il y avait l'agent de liaison, et même il y a qui faisait le transport des blessés jusqu'à l'hôpital. Il rentrait sous de fausses identités. Il y avait une certaine complicité, et aussi avec les Sœurs Blanches qui étaient là, qui étaient principalement donc à assurer la profession
d'infirmières et aussi d'anesthésistes au bloc opératoire, donc ce qui permettait de travailler en toute sécurité pour apporter et prodiguer ces soins pour les blessés. D'ailleurs, Pierre Chollet, plus tard, donc le docteur Pierre Chollet avait dit que oui. Le docteur Khouja pratiquait la chirurgie au sein de l'hôpital, c'est-à-dire pendant la guerre de libération, il était le seul. Il était le seul, disons, en milieu, c'est-à-dire urbain, donc dans un hôpital, oui, à pratiquer le seul Algérien à pratiquer de la chirurgie pendant la guerre de libération. Aux Algériens, Et dans un hôpital, parce qu'il y avait de la chirurgie. Oui. À l'époque, Dr Tidjani Haddam et Bachir Mantouri déjà étaient au Maki, donc il était le seul Algérien à pratiquer de la chirurgie dans un hôpital et dans une ville, c'est-à-dire pas au Maki. Voilà. Alors, en 1957, il sera contacté officiellement. Donc, voilà, donc j'ai trouvé le témoignage, l'organisation civile du FLN à Djelfa. Donc, qu'est-ce qu'elle en est exactement? Il a été contacté, donc il a reçu la visite de Moudjahidine qui était donc ils ont demandé de l'aide à Dr Khouja pour donc Dr Khouja n'a pas hésité un moment à adhérer à cette cause. Il fallait donc faire quelque chose, étant donné, bien sûr, qu'il était le seul médecin algérien à l'époque, à Djelfa. Donc, il a commencé à prodiguer ses soins et, bien sûr, à travailler en collaboration avec plein de membres. Je raconte aussi un témoignage où il faisait le déplacement dans un refuge qui se trouvait à quelques dizaines de mètres de chez lui, donc chez son voisin, où il y avait une cachette où il y avait des blessés qui étaient hébergés, donc il partait chaque nuit traiter les blessés jusqu'à le jour où j'en parle, où il y avait, on ne sait pas trop, est-ce que c'est une histoire un peu un coup monté ou c'est une histoire réelle. Il paraît-il, ils ont trouvé dans une cache au Maki, donc ils ont trouvé une valise où il y avait des ordonnances du docteur Khouja avec des médicaments, etc. Donc il y avait pratiquement une grande rafle qui a touché plein de civils à Djelfa, où il s'est retrouvé en prison. Alors il sera arrêté et il a été condamné et emprisonné. Il a été arrêté avec plein d'autres. Donc essentiellement il y avait Saïd Boukardena, comme le pharmacien qui a été arrêté. Donc le docteur Khouja est rentré en prison et il a été d'abord transféré à la prison de Ras El Ayoun qui se trouve donc à la sortie sud de Djelfa, et par la suite transféré à la prison de Damiet. Donc il a été emprisonné, il a écopé pratiquement de 6 mois, où après il a été libéré. Mais qu'est-ce qui s'est passé en prison? Je sais que vous n'avez pas j'ai pas beaucoup de documents. Voilà. Ce qui est sûr, il n'a pas été torturé. Oui. Voilà. Il n'a pas subi de torture. Quelque chose qui est important aussi, lorsqu'ils ont été arrêtés, lui et le pharmacien ainsi que d'autres qui étaient affiliés à l'organisation civile, il y a eu une grande foulée de notables qui sont partis au commissariat pour contester cette arrestation. Ils disaient on ne pouvait pas arrêter le seul médecin algérien, c'était quelqu'un qui était humain, il faisait beaucoup de choses, on ne pouvait pas l'arrêter, il y avait une contestation. Et même au tribunal, donc il y a eu, au moment de son jugement, il y avait aussi une délégation de Djelfa qui sont partis à Médéa pour apporter leur témoignage, dont il y a Siatia qui était le mufti et l'imam de Atiyam Saoudi, qui était l'imam de Djelfa, qui était là, et donc il a donné son témoignage à l'époque pour dire que c'était quelqu'un qui était engagé humainement, donc c'était pas quelqu'un de relativement dangereux, donc il fallait obtenir la libération de Dr Khouja, ça s'imposait. Voilà. Mais il a été quand même condamné. Donc il a écopé de 6 mois, voilà. Après il est sorti, il a repris son travail. Oui. Il sort, il était donc à Marseille, Damiet, il reprend directement. Non, il était à Damiet à Médéa. À Médéa. À Médéa. Donc, alors, il va reprendre son boulot directement. Je dirais il a repris son boulot directement, mais avec, je dirais, un engagement peut-être supplémentaire. Je l'ai constaté sur le registre du protocole opératoire, où le nombre de malades a doublé. Ce qu'il a opéré en 60 et en 61, en nombre de malades pendant une année était le double de ce qu'il faisait pendant les années précédentes. Donc il y avait un engagement encore davantage d'apporter un plus. Il a continué aussi à apporter, à prodiguer, bien sûr il était surveillé, mais il a continué à son engagement
D'où je sais donc l'histoire qui m'a été racontée par le Moudjahid, le feu Bakar Hatat, Oui. qui était à l'époque commissaire politique, qui a convoqué Dr Khouja au maquis, donc pour voir un peu, juste après la sortie Ses de prison, intentions, pour etc. voir est-ce qu'il était toujours engagé pour la cause, est-ce qu'il était voilà, donc il fallait faire il m'a donné ce témoignage et puis voilà, Dr Khouja, enfin la réponse de Dr Khouja, il m'a dit il lui a dit que bien sûr que j'étais toujours engagé et je n'avais pas peur et voilà, on va rester encore. Alors, entre 1960 jusqu'à l'indépendance, Il va a travaillé, poursuivre. donc là, bon, il a terminé son travail le plus normalement possible, donc il n'a pas eu de soucis. Oui. Je suppose qu'il était, comme je disais, donc surveillé, donc il n'a pas eu de démêlé encore avec la justice ou avec la police coloniale jusqu'à l'indépendance, où on lui a proposé plein de postes, essentiellement à Alger, Oui. pour être chef de service, à Alger, à Mustapha et tout. Il a refusé. Il a préféré rester dans son cabinet et à l'hôpital de Djelfa. Donc il a préféré rester là-bas. Donc il a continué à travailler et par la suite, bien sûr, il a eu d'autres fonctions. Il a été le premier président du Croissant Rouge algérien à l'hôpital de Djelfa, De Djelfa. plutôt pardon, à la ville de Djelfa. Donc il a été président entre 63 et 85. Donc il faisait énormément de travail, essentiellement de collecte de denrées alimentaires, de collecte des habits pour les gens qui étaient démunis. Et aussi, il avait, sur le plan engagement, c'était quelqu'un qui s'est engagé dans le FLN. Donc il était le président de la cellule FLN Djelfa, la cellule numéro 1. Donc il menait régulièrement, chaque semaine, il y avait la réunion de la cellule FLN qui avait lieu dans son cabinet, dans la salle d'attente. Il était lui-même, donc il présidait cette séance, il écrivait tous les rapports, c'était le début du socialisme à l'époque, pratiquement. Il écrivait, donc il était vraiment engagé même politiquement. Et ses rapports avec Chechel, est-ce qu'il revenait à Chechel, etc. Oui, ben, les rapports il revenait bien sûr dans les grandes occasions, je dirais. Mais je raconte aussi le témoignage par rapport à la période où il y a eu la création de l'OAS. Oui. Il y avait le témoignage de Simouloud Ben Muqaddam Allah yarhamou, qui faisait partie un peu d'une famille révolutionnaire qui me disait qu'il allait avec ses parents se faire soigner jusqu'à Djelfa de Cherchel. Il me disait qu'à un certain moment, on avait peur que les médecins à Cherchel ou aux alentours étaient affiliés avec l'OAS. Donc on avait tellement peur il y avait il y avait la confiance qui n'était pas à l'ordre du jour. Donc il faisait tout le trajet, 300 km jusqu'à Djelfa, avec le train pour avoir les soins. Il y avait plein de chercheurs qui faisaient ça. Donc le docteur Khouja, c'est vrai qu'il soignait essentiellement les gens de Djelfa, mais en consultant les protocoles opératoires, je pouvais voir qu'il y avait des gens, c'était un médecin de toute la région de Médéa, de Lerwat, de Rerdaya, il recevait des gens de partout. Hein. Voilà, donc vous avez pu mettre la main sur le registre du protocole Oui, c'est un opératoire. précieux document, Oui, précieux c'est un document qui précieux- donne beaucoup d'informations, qui méritent encore d'être étudiées davantage par nos académiciens qui s'intéressent à cette période-là. Je peux témoigner d'un passage dans le registre opératoire des événements du 1er novembre 1960, où il y avait une grande manifestation à Djelfa, où les gens, c'est-à-dire, ont été réprimés avec le feu, ils ont été mitraillés. Dr Khouja a reçu pratiquement 4 Algériens qu'il a soignés lui-même au bloc opératoire. Donc il met le nom, on voit c'était des civils qui étaient criblés de balles. Et pour le plus connu d'entre eux, c'était M. Touer Ataya, qui était âgé de 64 ans, qui est décédé malheureusement sur la table opératoire parce que c'est-à-dire ses blessures étaient très importantes. Il avait fait une énorme hémorragie. Donc, Dr Khouja a essayé de le sauver, mais malheureusement, il est décédé avant l'opération même. Donc c'est des documents précieux et Dr Khouja, il en a été un peu témoin. Il nous apporte son témoignage à travers le registre de protocole opératoire, même des années après. Là, il faut signaler, parce que c'est un fait important dans l'histoire. 1er novembre 60, on est pratiquement
donc à moins de 40 jours des manifestations du 11 septembre, c'est ça. pour dire que l'organisation fonctionnait très très bien dans la région de Djelfa. Absolument. Donc les gens à Djelfa, comme plein d'autres villes, avaient suivi le mot du FLN pour faire cette protestation, bien sûr à l'anniversaire du déclenchement, le déclenchement de 1er novembre. Donc ils y étaient là, mais malheureusement ils étaient réprimés. On les a chassés dans toutes les ruelles de la ville de Djelfa, qui était une ville, disons, engagée. À travers ces témoignages-là, on voit qu'il y avait de l'engagement. Alors, ce registre, est-ce que vous avez constaté des irrégularités ou bien c'est un registre tenu d'une manière régulière, concernant évidemment le docteur Khouja? C'est un registre qui a été... Docteur Khouja était très méticuleux. C'était quelqu'un de... c'est-à-dire quelqu'un de très méthodique, réservé. Donc on voit le registre dès la première intervention qui était une césarienne d'une dame qui l'a effectuée après début à la convention. C'est quelqu'un qui a minutieusement inscrit ses malades, noté le nom, prénom, etc. Et je dirais plus, donc il faisait des descriptions presque anatomiques de ce qu'il voyait, de ce qu'il opérait. Et pour être médecin et chirurgien, je peux vous dire que c'était quelque chose qui m'a impressionné. Donc on trouve toutes les interventions qu'il faisait, que ce soit pour une précision, il décrivait ce qu'on appelle un compte-rendu médical. C'était un compte-rendu qui était tellement détaillé que je me disais, à la limite, ça pouvait servir. Je sais que ça pouvait servir pour peut-être des études ultérieures. Je sais que c'est quelqu'un qui écrivait à l'époque déjà, qui avait des correspondances avec l'OMS. Pour l'instant, je n'ai pas réussi à avoir ces écrits. Mais il faisait beaucoup de correspondances, beaucoup de rapports, et essentiellement pour une chirurgie qu'il maîtrisait à l'époque, qui était la chirurgie de kyste hydatide, qui était un problème endémique à l'époque à cause du cheptel. Absolument. Étant donné lui-même qui était le représentant ce qu'on appelle le Conseil de l'ordre à l'époque de Djelfa, qui est donc il faisait ce travail aussi d'investigation sur le plan médical. Donc et je pense qu'il travaillait, il faisait ça à but de recherche ou pour essayer d'avoir des déductions, des recherches scientifiques. Alors, docteur Khouja, c'est pas quelqu'un qui parlait beaucoup. Non, non. Mais comment se déroulait sa socialisation, c'est-à-dire ses rapports avec la société cette réserve a été un peu une des difficultés dans le cadre de mon travail. Très réservé. Très réservé, et c'est pour ça que le travail, c'est une biographie, je dis que c'est une biographie pas de M. Khouja, mais c'est une biographie du docteur Khouja. Je ne me vante pas d'avoir pu faire ça, ce n'était pas mon intention étant donné qu'il est décédé, et très peu de gens le connaissaient, et même je suppose que ses enfants ont dû apprendre beaucoup de choses de son engagement pendant la guerre de Révolution, parce que tout était secret à l'époque. Il ne pouvait pas mettre en danger sa petite famille en lui racontant ce qu'il faisait, les soins et tout, pour les protéger. Donc, mais par chance, il y avait quand même quelques confidents, et il y avait des gens qui l'ont connu, qui ne sont plus de ce monde, que j'ai eu l'occasion d'interviewer en 2013, qui ont été les témoins des premières heures de Dr Khouja à Djelfa. Donc ces personnes-là étaient un peu, comme la ville était une petite ville et tout, ils m'ont apporté des faits en toute objectivité. C'était des personnes âgées, donc on a eu, et j'ai fait des recoupements, c'est-à-dire il y a des témoins principaux, et donc pour ces témoignages, par rapport à son travail, par rapport à son engagement, par rapport à son activité, ils ont été apportés avec beaucoup de minutie. Les gens, Dr Khouja était quelqu'un, c'est vrai réservé, mais il était quelqu'un de très observé. Les gens, tout le monde le rencontrait, tout le monde le vénérait. À la limite, c'était Dr Khouja. Donc, on savait quand il était là, quand il partait à Cherchell ou à Alger pour opérer, on savait qu'il était à la maison. Donc c'était la petite ville, donc voilà, donc il était, je dirais, sous les feux de la rampe. Et ses rapports avec les Djelfaouis? Les Djelfaouis l'ont adopté. Ils l'ont adopté. D'ailleurs, j'ai conclu en dernier qu'il était natif de Cherchell, mais il était fils d'adoption de Djelfa. De Djelfa, oui. Voilà.
comme je pense avoir été pendant les 6 ans où j'ai travaillé là-bas, où j'ai rencontré Vous avez aussi. eu la même expérience. Ben, j'ai été un peu sur ses pas sans le connaître. J'ai appris qu'il existait, j'ai pris connaissance du docteur Khouja à Djelfa, pas à Cherchel. À Cherchel, il y a très très peu de gens qui connaissent Dr Khouja ou qui connaissent sa famille. Et il faut dire que les études qu'il a menées l'ont amené à quitter Cherchel très très tôt. Hein, très tôt. Quand on a parlé de la socialisation, vous n'avez pas également montré le rapport social qu'il avait avec le pharmacien Boukerdena. C'était bon, il y avait les rapports, je dirais professionnels déjà. Il y avait il y a des zones d'ombre encore à élucider. Hein. Il y a surtout juste à la fin de ses études et son départ. Dr Boukerdena a fait ses études collège, lycée, université, il les a fait à Alger. Mais il était plus âgé que Dr Khouja de 7 ans. Oui. Donc je pense qu'ils se sont croisés, peut-être au lycée, c'est possible qu'ils se sont croisés, mais pas à la fac. Mais ils avaient plein d'amis en commun. Monsieur Boukerdena, le pharmacien, on le voit sur des photos, il était ami avec Younous Ben Khedda, il était ami avec Farhat Abbas, donc déjà il était dans le cercle des nationalistes à l'époque. Et Dr Khouja, bien qu'il n'avait pas, jusqu'à présent, je n'ai pas pu mettre la main sur des documents montrant son engagement disons politique, mais c'était déjà humainement ou sur le plan professionnel, c'était quelqu'un d'engagé. Mais il avait plein d'amis qui étaient près dans son cercle, qui étaient déjà engagés politiquement. C'est avant son départ. Avant ce départ. Oui. Donc c'était un peu la liaison qui a fait, ou le contact qui a fait que Dr Khouja a fait le choix, mais il y a beaucoup de zones d'ombre encore à élucider par rapport à ça. Justement, pendant cette période des études, vous avez tout à l'heure évoqué cette histoire de racisme. Donc, c'est vrai, tous les étudiants de la faculté d'Alger de l'époque souffraient de la ségrégation. Absolument. Bon, ça, c'est le témoignage du professeur Gronco qui disait qu'il y avait, au moment des examens, comme il n'y avait pas d'anonymat aux examens, donc on pouvait être sujet, il y avait plein d'Algériens qui étaient sujets, disons, à une ségrégation, qui voyaient c'est-à-dire qui étaient recalés dans les années, qui étaient recalés pour l'obtention de leur diplôme. Dr Khouja, au moment de sa thèse, le président du jury était connu pour être quelqu'un qui était un peu engagé, un ultra. Il est devenu par la suite un ultra, on ne disait pas ultra, mais il était un peu pour l'Algérie française. Bon, c'était pas à la mode, c'était pas à la mode à l'époque, on ne parlait pas de ça, mais il allait devenir ça. Et donc en regardant à la loupe un peu la composante du jury, il y avait le professeur Marès qui était dermatologue à Constantine, qui lui était l'ami des Algériens. Donc, d'après le professeur Gongo, il était là un peu, il a été choisi par Dr Khouja pour être membre du jury, pour faire un peu le contrepoids, pour mettre un peu plus de chance, pour éviter un peu la ségrégation. Alors, il y avait l'université d'Alger, mais également Cherchel, on doit dire un mot, parce que Cherchel, c'était un berceau du militantisme. Absolument. Il y avait beaucoup de militants à Cherchel. Absolument. 40, 50. Vous savez, la sortie du livre, après la sortie du livre, il y a plein de gens qui m'ont contacté. Ouais. Et le dernier en date, je suis censé le voir d'ici la semaine prochaine, c'était un médecin qui avait fait son service national en 1975 à Djelfa. Oui. Il avait, il avait un lien avec son épouse était de Cherchel, donc il connaissait les gens de Cherchel. Il est parti à Djelfa, il s'est installé, donc il a côtoyé Dr Khouja. Et donc j'ai eu l'information que Dr Khouja avait un contact avec Mustafa Saadoun, qui était plus âgé de lui de 4 ans. Et donc, qui était Dr Mustafa Saadoun, qui était très engagé sur l'amour. Il était quelqu'un de la première heure. Et c'était aussi, il était correspondant à Alger Republica. Oui. Et donc, ce qui donne un peu les explications où chaque année, où Dr Khouja avancé d'une année, il y avait des félicitations à Alger Republica. Donc, je suppose que vous avez rapporté donc les c'était la fin, c'était la dernière de la réussite pour sa dernière année. Sa soutenance. Sa soutenance. Mais chaque année où il faisait un palier, il avait des félicitations. Quand il arrive à Djelfa également, il lui a consacré une. Il lui a consacré donc ils étaient des félicitations. avec
il était très proche. Donc j'attends de faire Et Mustafa Sadoun qui a évolué dans les milieux communistes, mais Absolument. qui va devenir quand même, donc après, qui va s'engager au sein de l'ALN, hein, l'Armée de Libération Nationale. Ça donne un peu un témoignage du caractère engagé du Dr Khouja, il avait un peu dans son cercle, disons, d'amis, ou son cercle de tous des gens qui étaient engagés. Il y avait c'est Mustafa Sadoun, il y avait aussi Mohamed Ben Tiftifa, pharmacien, qui était par la suite devenu membre du GPRA. Il y avait aussi Saïd Belhahrach, qui était à l'époque, donc qui était pharmacien, il est devenu par la suite pharmacien à Djelfa. Il y avait Saïd Boukerdena. Donc il y avait un terreau fertile pour que Dr Khouja aille à Djelfa et pour qu'il puisse faire ce qu'il a accompli comme mission qui est extraordinaire. Alors, Djelfa, il est donc au carrefour de 3 wilayas, la wilaya 4, la wilaya 6 et la wilaya 5. Exactement. Donc, Exactement. Est-ce qu'il avait des contacts directs avec là pour l'instant, les témoignages ou les documents. Des contacts pratiquement directs parce que c'était l'organisation civile. À Djelfa. Djelfa, c'était une petite ville à l'époque, donc c'est pas facile également de. Pas du tout. C'est une petite ville. De s'engager. On ne pouvait pas. Elle était fermée, clôturée, elle était fermée avec des portes. Et je raconte l'histoire où Dr Khouja était monté au Maki pour faire une consultation où on l'a ramené avec les Moudjahidines, Saïd Bouchiba et l'Akhdar Khouja. Donc ils l'ont ramené au Rocher de Sel pour consulter un malade. C'était la nuit et ils ont été arrêtés dans un barrage. Et c'était Dr Khouja qui avait pris la parole pour dire qu'il allait aider une dame à accoucher. Donc on les a laissés passer. Il a consulté le blessé dans une ferme pas très loin de Djelfa, quelques kilomètres de Djelfa. Et donc par la suite, il a vu que quand il était arrivé, il a vu que le blessé était tellement dans un état très difficile à être traité là-bas. Il a demandé est-ce qu'il soit rapatrié à l'hôpital. Est-ce qu'il doit déposer on a procédé à une évacuation sanitaire qui a pris quelques jours. Et par la suite, c'est Dr Khouja qui a transféré le blessé de l'endroit où il a pas très loin de Ras El Ayoun, jusqu'à l'hôpital de Djelfa où il a bénéficié des soins, il a été opéré, donc il s'en est sorti. C'est un homme qui n'a jamais eu peur des risques, il a toujours pris des risques. Hein. La peur, je pense, oui, mais c'était quelqu'un d'engagé, je pense, à l'époque, malgré la peur, mais il y avait l'engagement, il y avait la cause qui était au-dessus de tout. Donc c'était quelqu'un, on le voit à travers. Personnellement, en voyant vraiment son cabinet et puis la ville de Djelfa, vraiment une ville minuscule avec très très peu d'habitants, où il y avait des militaires partout, etc. Recevoir des blessés. Même l'hôpital était surveillé par les militaires. Oui, c'était un hôpital, à un certain moment, c'était un hôpital mixte. Mixte, oui. Un hôpital mixte. Il y avait même des aspirants, des militaires français qui étaient à l'intérieur. Mais bon. Puis il y avait la garnison à Djelfa également. Oui, c'était un centre de garnison. Oui. Mais Dr Khouja essayait. Je pense que c'était un engagement, malgré que s'il y avait la peur, il y avait le risque. Bien sûr, ils ont été emprisonnés, ils auraient pu être arrêtés avec, bien sûr, et ils auraient pu être, je ne sais pas, tués lors d'un déplacement à Oumaki, mais bon, il a eu la vie sauve comme lui et certains moudjahidines qui étaient engagés avec lui dans l'organisation civile FLN à Djelfa. Donc c'est grâce à une grande partie de ceux qui ont vécu que j'ai rencontré à Djelfa, qui m'ont ouvert leurs portes, qui m'ont ouvert leur cœur. Ils m'ont donné leur témoignage. Je peux citer aussi Saïd Chilali aussi, qui est décédé, qui a été le préparateur en pharmacie à partir de 1947 chez M. Boukerdena. Donc il a commencé à travailler avant déjà la venue du Dr Khouja. Il y a plein de gens. Il y a aussi les Cheikh Ali qui étaient aussi très très engagés, qui étaient des membres du PPA à l'époque, que j'ai rencontrés, qui sont décédés, les deux frères Cheikh Ali. C'est du PPA à Djelfa. Et il était en contact permanent. D'ailleurs, dès son arrivée, il était en contact avec le. C'est eux qui l'ont accueilli. Il faisait partie de ceux qui l'ont accueilli, de ceux qui ont aménagé son cabinet provisoire.
Et donc ils ont créé l'atmosphère pour que le docteur Khouja reste à Exerce Djelfa, dans les meilleures conditions. voilà, et donc pour qu'il puisse, il a pris le nom du Tabib al-Arabi, donc c'était grâce à tout ce terreau fertile qui a permis à Dr Khouja d'évoluer dans sa carrière, dans son travail, dans son militantisme à Djelfa. Est-ce qu'il n'a pas écrit sur cette région jusqu'à l'Arwad Ah ben pour l'instant, je ne sais pas. J'ai posé la question à ses enfants. J'espère un jour note quelque part. Ben oui, il y a encore un travail d'investigation à faire. Il y a énormément d'académiciens à l'université de Djelfa qui s'intéressent au docteur Khouja, qui s'intéressent à cette période de la Révolution. Donc il y a énormément encore des documents à rechercher, notamment les documents officiels de son emprisonnement. J'en mets quelques-uns, mais il y a aussi les PV de la justice qu'il faudra peut-être essayer de décortiquer pour comprendre encore davantage. Je mets dans le livre, il y a des documents qui parlent des chefs d'inculpation pour atteinte à la sécurité extérieure de l'État à l'époque. Mais il y a beaucoup de zones, C'est une pierre à l'édifice, mais les académiciens, il y a encore beaucoup de travail à faire pour encore étayer cette période de la Révolution dans la région de Djelfa. Et vous avez quand même contacté des gens, enregistré, interviewé des gens qui ne sont plus de ce monde. Ben oui, le livre, si j'avais à revenir, c'est un livre qui aurait dû être écrit peut-être dans les années 60-70, quand Dr Khouja était vivant, ou quand beaucoup de témoins étaient encore vivants. J'ai un peu sauvé les témoignages des derniers survivants en 2013. Dr Khouja, il y a l'aspect révolutionnaire, il y a l'aspect humanitaire, il y a l'aspect engagement, et il y a aussi l'aspect mécène. C'était quelqu'un qui, pendant quand il y a eu le grand incendie de la bibliothèque, la bibliothèque par l'OAS, en juin 1960. À l'époque, ça a été rapporté que ça lui a fait une grande peine. Et il disait que c'était la bibliothèque où j'ai étudié, et c'est grâce à cette bibliothèque que je suis devenu médecin, et il a fait à l'époque un don, c'est-à-dire en espèces, en argent, pour permettre la restauration et l'achat des livres à la bibliothèque. Il était aussi un mécène pour les scouts algériens. Donc c'était le médecin pendant de nombreuses années. D'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, j'ai rencontré un des scouts, un ancien scout, qui est d'ailleurs dans une des photos du docteur Khouja lors d'une visite officielle de l'hôpital, qui me disait qu'il avait participé au premier camp de scouts en 1963, qui était financé par docteur Khouja à Chenois, donc près de Cherchel. Donc c'était quelqu'un vraiment. Donc, il aidait les jeunes à venir, absolument, c'était les scouts. Donc voilà, c'était tout à fait normal. Comme à l'époque, les gens engagés, je peux citer aussi par rapport au pharmacien Dr Bouker Denna, c'est quelqu'un qui était sportif déjà. Et donc il avait un engagement indéfectible à la cause. D'ailleurs, pendant c'est-à-dire comme il était un peu âgé, donc pendant le début de la Deuxième Guerre mondiale, on l'a appelé pour qu'il soit dans les services, engagés, pour les engager. Voilà. Engagé. Eh ben, figurez-vous, quand on raconte, c'est son fils qui m'a raconté, il s'est mutilé, donc il a coupé un doigt pour qu'il soit catégorisé comme handicapé, pour ne pas faire son service national, pour qu'il ne soit pas mobilisé. Voilà. C'était un sportif, et c'était quelqu'un qui a été parmi les créateurs de l'équipe de foot de Djelfa, et donc il était un grand mécène pour cette équipe. Donc, vous avez fait cette expérience d'écrire, de chercher donc les mémoires, les traces d'une histoire d'un homme. Donc, qu'est-ce que vous avez personnellement senti lorsque vous avez effectué ce travail de mémoire? C'est un travail de mémoire. C'est un travail de mémoire. C'est je dirais qu'il y a. Je pense qu'il y a. C'est-à-dire au-delà de la personne du docteur, etc. Au-delà de la personne du docteur, ou docteur Khouja à Djelfa, il y a des docteurs Khouja un peu partout en Algérie. Il y a
il y a des anonymes qui sont peut-être là, qui ne sont pas connus par le large public, qui sont connus peut-être dans leur région, qui méritent que leur vie, leur parcours soit écrit. Parce que pour les générations à venir, si on se retourne, on a besoin de ces ancrages dans l'histoire. C'est des repères. C'est des repères dans l'histoire. Et l'engagement, c'est vrai que... Désintéressés. Bien sûr, c'était des personnes désintéressées. Et il faudra impérativement que l'écriture de ces histoires soit faite c'est-à-dire avant la disparition de tous ceux qui les ont connus. Donc vous avez mis l'accent sur l'aspect humain, trop humain, donc des rapports. J'en connais rarement. Toutes les personnalités. Il y a très rare de biographies de médecins algériens qui ont été écrites qui montrent des engagements pareils. Certainement, peut-être il y a d'autres médecins, il y a d'autres tabib al-arabi ailleurs. D'ailleurs, la dénomination de tabib al-arabi n'est pas spécifique de d'autres roujas. On trouve d'autres régions, et tel qu'à Médéa, il y avait aussi un tabib al-arabi. Et ces médecins-là n'ont pas été par hasard appelés par tabib al-arabi comme ça. Il y avait parce que déjà le médecin il est vu comme exemple de réussite, exemple d'engagement dans l'histoire. C'était un exemple, c'était un personnage de la colonisation. Absolument, c'est un exemple, c'est un personnage et c'est devenu un notable de la ville. Donc, de par son travail, de par son engagement. Et donc, ce qui a fait que sa mémoire est toujours vivante dans la ville de Djelfa. Elle n'a pas disparu. Et jusqu'à présent, après la sortie du livre, je suis énormément des pages sur les réseaux sociaux où il y a plein d'histoires qui sont racontées. Les gens sont très fiers, très fiers de leur passé, très fiers du docteur Khouja. Donc, là, le livre a mis l'accent un peu sur ce personnage qui a marqué la chronique dans cette ville. Et comme disait un enseignant, c'est des textes ou c'est des personnages à intégrer même dans les manuels scolaires. C'est des histoires qui doivent être enseignées pour nos étudiants, nos étudiants en histoire, nos étudiants en médecine, nos étudiants en pharmacie. C'est très important. On ne vient pas de nulle part. Comme l'a été Dr Bellarbey, comme l'a été Bachir Mantouri, comme l'a été Tijani Addem, il y avait Dr Khouja, bien que ce n'est pas quelqu'un qui a joué un rôle, disons, politique de premier ordre. Il aurait pu, s'il avait peut-être intégré son poste de chef de service, il aurait pu. Il a plein d'amis qui sont par la suite devenus des ministres, tels que Saïd Chiban, je raconte un peu ce témoignage. Vous avez recueilli ce témoignage. Oui, bien sûr. Saïd Chiban il disait que, je me souviens, le docteur Khouja, il était plus jeune, donc en 1946, avec un grand katab, il parlait très peu, il était très sérieux. Un étudiant assidu. Ah oui. Et par la suite, professeur Chiban a rencontré aussi docteur Khouja dans l'association des médecins qui faisait un peu l'office du conseil de l'ordre. Donc il avait des réunions régulières. Ils se rencontraient régulièrement ici à Alger. Donc Dr Khouja faisait les déplacements pour parler un peu de la santé à Djelfa, pour les programmes vaccinaux, les programmes opératoires. Donc il parlait un peu de tout. Donc c'était après l'indépendance le représentant des médecins à Djelfa pratiquement jusqu'à la fin des années 80. La de vaccination juste après l'indépendance, c'est lui qui l'a chapeauté. C'est lui qui l'a chapeauté. J'aimerais donc justement évoquer, il a continué à travailler à Djelfa pendant un quart de siècle après l'indépendance. Oui, avant la venue, des années 80 pratiquement. Avant la venue d'autres médecins, début fin des années 60, début des années 70, tels que Dr Ben Hizia et d'autres que je connais pas, j'ai pas le nom. Dr Khouja s'occupait de tout. C'était le médecin de Djelfa. Il s'occupait de il y avait le programme vaccinal. Oui. Et il continuait à opérer au bloc opératoire. Il y a même un article au journal qui est paru en 65 qui a immortalisé le témoignage de Dr Khouja, dont je mets la copie de l'article. Donc Dr Khouja, il parle entre les lignes de
pratiquement plus de 3000 malades en 65 déjà opérés au sein de l'hôpital de Djelfa. Ça, c'est le côté opératoire. Mais il assurait tout. Il assurait la correspondance, tous les programmes qui étaient là-bas. À l'époque, bien sûr, en Afrique, à travers le monde, il y avait les épidémies de choléra, les épidémies la tuberculose. La tuberculose. Donc, il assurait un peu la liaison. Il faisait un peu la liaison entre ce qui se faisait là-bas, les statistiques, le nombre de malades. Donc, il faisait la liaison entre le Conseil de l'ordre, le suivi, et même le ministère. Donc, il avait un travail de collaboration avec la direction de la santé. Et il a continué à travailler à l'hôpital jusqu'à l'année à peu près 75, où à l'époque, il a dû faire un choix obligatoire. On ne pouvait pas travailler à l'hôpital et au cabinet, donc il a choisi de rester dans son cabinet. Donc du coup, pour les malades qui continuaient à opérer, donc il montait à Alger, dans des cliniques qu'il y avait à l'époque, et essentiellement la clinique des Brûlés, où il opérait des malades programmés à raison d'une fois, 2 fois par semaine. Voilà. Pour les malades, il n'avait jamais affiché la moindre fatigue, donc il se mobilise. Au point où les gens disent qu'il y a un peu de la fabulation. Les gens, il y a quelques-uns disent que Dr Khoujah ne dormait pas. Voilà. Il était très tôt le matin. On termine avec donc, ces petites légendes. Les gens disent qu'il travaillait tout le temps, il était infatigable, il faisait sa tournée à bord de son ami 8, il avait des rituels. Je raconte quelques anecdotes aussi. Oui, je raconte peut-être mes rituels. À l'époque, Dr Khoujah, on disait que c'était quelqu'un de bien parce qu'il croyait à tout ce qui est marabout. Je vais raconter une petite histoire par rapport à ça. Donc à l'époque, il n'y avait pas de psychiatre déjà à Djelfa. Il n'y avait pas de clinique, d'hôpital psychiatrique. Ouais. Donc quand il recevait un malade en état de détresse psychiatrique, ou un homme ou une dame et tout, il faisait quoi? Il leur disait, voilà, je vous donne un médicament, mais ce malade devait partir dans le marabout qui était attenant à Djelfa, pas très loin de Djelfa. Il devait rester 3 jours là-bas. Et les gens, ils ont raconté cette anecdote en expliquant que les gens partaient là-bas, c'est-à-dire c'était le plein air. Donc, surtout pour les femmes qui faisaient des détresses, ce qu'on appelle des hystéries, dystonie neurovégétative. Donc, il y avait le plein air, elles mangeaient bien, elles se confessaient, donc elles étaient automatiquement soulagées de leurs maux, elles étaient guéries. Il disait que Dr Khoujah, on l'aime bien parce qu'il était... donc, à l'époque, il y avait une certaine croyance, mais lui, il utilisait ces croyances, bien sûr, pour traiter les gens. Donc, il réussissait bien ce qu'il faisait. Voilà. La bonne parole, c'est la bonne parole. Oui. Il y a plein d'anecdotes. Enfin, la bonne dame, je la raconte aussi, qui est venue, il lui a donné une ordonnance, elle n'avait pas bien compris que c'était qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est revenue le lendemain et elle lui dit, voilà, je suis venue pour prendre une autre ordonnance. Et il lui dit que je vous ai donné une ordonnance hier. Elle lui dit, mais oui, justement, je l'ai mis dans un verre d'eau, je l'ai bu, et ça m'a fait un grand bien, ça m'a soulagé. Oui. Je suis venu pour prendre une autre. Il a rigolé. Donc, c'était aussi un état d'esprit qui régnait dans tout notre pays. Hein. Il y a cet aspect aussi de croyance que j'essaie de reprendre pour les gens qui comprennent quel était l'état d'esprit à l'époque. Un dernier mot donc, pour cette émission. Vous personnellement, en tant que médecin également, qu'est-ce que vous avez tiré est-ce que vous avez tiré une conclusion du parcours de ce... Oui, c'est une icône. C'est une icône qui mérite vraiment qu'il soit mis c'est-à-dire sous les lumières, que son parcours soit étudié, son parcours militant, son parcours humanitaire soit étudié. Et pour ce qui me concerne, c'est un soulagement d'avoir accouché tous les témoignages dans ce livre, parce que c'est vrai que j'ai mis 10 ans pour l'écrire, jusqu'à 2023, mais c'est devenu un fardeau. Hein. Les dernières années, il fallait que je termine le livre. Ouais. Et bien sûr, le livre est sorti, et un livre d'histoire reste tout le temps ouvert. Hein. Il y a toujours des zones d'ombre, il y a toujours
c'est-à-dire des éléments qu'il faudra compléter. J'espère, il y a des gens qui maintenant proposent des documents, proposent des témoignages. Peut-être qu'il y aura une autre édition dans quelques années pour essayer d'étoffer, c'est-à-dire d'essayer de ramener plus d'informations. Voilà. Je tiens à vous remercier vivement, docteur. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Rachid Belhassan, vous êtes auteur d'un très beau livre sur le parcours du docteur Khouja, l'Arabi à Djelfa. Voilà. Donc je tiens à remercier également toute l'équipe technique du Studio 7 qui m'a aidé à préparer cette émission. Excellente soirée et à bientôt.